Laure Manel, l'embarras du choix, partie 1, chapitre 13. Pendant 3 jours, Julien ne reparaît pas. Emma n'ose pas faire le moindre geste envers lui, ni s'assurer qu'il est au travail. Elle gère sa fille comme elle le peut. Lison est suffisamment petite pour se contenter d'une réponse évasive à sa question. Où il est, papa? Parti se reposer. Avait besoin de vacances. Travailler. Beaucoup. Emma juste envoyé un petit message sur le portable de Bertrand. Je suis seule avec Lison. J'ignore où il est. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'attends que la tempête se dissipe. Merci de comprendre. Je pense à toi. Baiser. Emma vit en mode automatique. Effectue tous ses gestes du quotidien comme un robot, apparemment sans réfléchir. Sa tête est obscurcie par ses soucis conjugaux et extra-conjugaux. Elle se sent vide, sans goût. Elle s'inquiète pour Julien, mais sait qu'il va revenir après. Appréhende son retour, plus qu'elle n'ose l'espérer. Que va-t-il dire? Quel sera son état d'espoir? D'esprit. Elle n'a qu'à attendre. C'est lui qui a les clés de leur futur. Lui qui va décider de pardonner ou pas, de partir ou de rester. Son sort à elle est entre ses mains. Le futur de leur famille aussi. Sa fille, si jeune, quelle pauvre mère elle est. Évidemment, elle s'en veut. Si elle avait su, trop sur son nuage, trop en dehors de la réalité, trop naïve, elle s'en veut, mais elle repense à son impossibilité de lutter contre cette attirance surréaliste pour Bertrand. Volonté annulée. Avec elle était Gouroutité. Non, bien sûr. Elle avait été avant tout la victime d'elle-même. De ses penchants fiévreux, de son goût pour les sensations fortes, si supérieur à celui de la routine conjugale, dans laquelle Julien se complaisait. Lui, elle ne l'en blâme pas. Elle a juste des aspirations autres des désirs.
difficilement compatible avec le partage des tâches ménagères et les changements de couches. Elle s'étonne de n'avoir jamais vraiment pensé à cette éventualité. Qu'un jour Julien saurait. Cela lui avait échappé. Elle avait préféré fermer les yeux, vivre l'instant présent, se délecter de tout ce qui s'offrait à elle. À quoi bon et si maintenant elle en est là, contemplant le champ de bataille de sa vie conjugale, triste spectacle pour une triste conclusion, fébrile, impatiente. D'en savoir plus. Lison est couchée quand Julien franchit la porte du salon. Emma est devant la télé. Par réflexe, elle l'étreint, se lève, s'approche de lui, sans savoir si elle peut le toucher. Comme il ne recule pas, elle ose le prendre dans ses bras. Il est tendu, reste de marbre, ne semble pas vouloir quitter sa fierté d'homme, fait croire que son ego n'est pas atteint. Il reste ainsi, sans bouger. Puis, elle se détache un peu de lui, le regarde, constate que ses joues se sont creusées, pas dû manger pendant 3 jours, pas dû dormir non plus. Au vu de ses cernes, elle lui propose de manger quelque chose, mais ça n'est pas de ça dont il a besoin. Je suis désolée pour tout ce mal que je te fais. C'est ainsi une épreuve que le ciel nous envoie et à laquelle beaucoup de couples se trouvent un jour confrontés. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi si longtemps? Ce n'est pas comme si ça n'avait été qu'une fois. Tu as mené une double vie pendant des mois. Emma, rends-toi compte. Tu ne pouvais pas arrêter. Tu n'as même pas eu honte de me faire ça à moi, ton mari. C'est étrange. J'étais dans une sorte de spirale. Je me sentais bien. Je ne voyais rien autour. Tu l'aimes? Non, je n'aime que toi. Mais alors, pourquoi? C'est un bon coup, c'est ça? Tu as pris un pied? D'en faire avec lui? Disons que c'est différent. Mais c'est normal que ça le soit. De la nouveauté et pas de quotidien. Pas 7 ans de vie commune. Avoue que notre désir s'est émousé et que nos câlins se contentent du minimum. Tout est bien
où il est bien délimité, efficace et optimal. C'est sorti. Ta façon de voir les choses. C'est normal pour un couple qui va sur ses 10 ans. Mais je comprends mieux pourquoi tu n'as n'en mettais plus du tien depuis un certain temps. Oh, excuse-moi, je sais bien que tu ne mérites pas ça. Encore heureux, et je ne vois pas ce que le mérite vient faire là-dedans. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux divorcer? Divorcer? Mais pas du tout. Tu n'as rien compris. C'est toi que j'aime. Tu m'aimes, mais tu préfères baiser avec un autre. Emma manque de sursauter. Julien n'est pas du genre à être grossier. Ça ne se reproduira pas. Encore faut-il que je veuille continuer, Emma. Tu ne le veux pas? J'ai tout gâché, c'est ça? Je ne te le fais pas dire. Oui, tu as bien tout gâché. Si l'on veut sauver notre mariage et récupérer ce qui est récupérable, il va falloir œuvrer pour, à commencer par cesser de voir Bertrand, bien entendu. Mais comme j'ai beaucoup de chance, il savait que c'est notre voisin. Il s'avère que c'est notre voisin de palier. Ah, tu l'as bien trouvé. Je ne peux même pas te demander de ne plus le revoir, car vous allez forcément vous croiser, au moins, mais ne t'avise pas de le voir en cachette, parce que je le saurai et je te promets que ça en sera irrémédiable, fini de nous deux. À toi de savoir ce qui coûte pour toi, si c'est ton mari et ta fille, ou si ce sont ces parties de jambes en l'air. Est-ce que ça veut dire que tu nous laisses une chance? On peut dire ça, mais il faudra du temps, car il reste un souci majeur que j'ai du mal à mesurer. Tu as bafoué ma confiance et je ne suis pas prêt à te pardonner si tôt. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Tu m'entends? Je ne peux pas faire plus. Plus, c'est impossible. Tu m'as brisé. Emma, j'espère que tu en as conscience. Je suis désolée. Elle le prend dans ses bras et l'embrasse avec tendresse sur le visage. Quand elle s'approche de sa bouche, il l'arrête et sa tête fait non. Je ne peux pas
Emma reste interdite. Elle réalise l'ampleur de sa faute, l'ampleur de la tâche à accomplir pour réparer son couple sérieusement blessé, durablement touché, irrémédiablement marqué, comme une cicatrice que l'on porte à vie sur la peau. Les jours qui suivent sont lourds, maussades, d'une tristesse sans fond. Emma ne reconnaît plus Julien, qui traverse l'appartement comme un fantôme, sorte de corps inerte, nu. La vie ne fait plus battre, il part avec le nombre minimum de mots, s'adresse en priorité à Lison, le minimum syndical de la communication. Emma est en souffrance. Elle subit sans rien dire, car elle sait sa responsabilité dans cet état de fait. Elle observe son mari, constate, fait diversion pour Lison, pleure quand elle est seule. Ils ne dorment plus ensemble. Il a migré dans le canapé, pauvre îlot de détresse, veut être seul dans ses insomnies. Il se lève hagard et part au travail, le visage glabre, décomposé. On dirait un mort vivant. Emma s'affaire à la boutique, mais le peu d'énergie qu'elle a dans les fleurs, ça lui change les idées. La vie est un peu moins insupportable. Hors de la maison, ses collègues n'osent rien dire, mais c'est comme si elle avait tout compris. Il y a une tristesse, résignation chez eux et une muraille infranchissable entre eux. Ils n'ont jamais connu pareil cri de couple. 7 ans. Il paraît que c'est un cap, pas toujours facile à surmonter, mais là, c'est une gifle de la vie, comme elle sait en donner. Un soir, au bout de 15 jours de cette ambiance mortifère, Emma se décide. Elle n'en peut plus de cette tristesse.
délétère de ses tourments. 15. Quotidien. La fatigue de son esprit égale la torture de son corps. Elle quitte donc sa chambre et se dirige droit vers le canapé. Il trouve Julien immobile, mais les yeux ouverts. Il lui demande ce qu'il y a. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle s'allonge contre lui, le prend dans ses bras, cherche à l'embrasser. Au début, il s'y refuse, puis peu à peu se laisse faire, se laisse aller. Mais sa tête est en ébullition et son corps reste froid. Elle semble désirante. Il ne la désire plus. Il n'a pas envie d'elle. Elle le dégoûte. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Il n'éprouve pas la moindre once de quoi que ce soit. Dans ses bras, il a perdu ce qui lui restait de virilité. Une blessure de plus que qu'il le fauche dans sa qualité intrinsèque d'homme. Un coup fatal. Je ne peux pas, se contente-t-il de dire, pour la congédier. Elle se relève et titube pour retourner au lit conjugal vide, comme le désir qu'est devenu leur mariage. Sonner. Anéanti. Janelle. Sœur de la mariée, 21 ans. C'est la lisse autour de moi. Ma sœur est resplendissante. Je me réjouis pour elle. C'est merveilleux. Mais au fond de moi, j'ai un petit secret qui ne prend pas encore trop de place et je n'arrive pas à être dans la joie pleine et entière qu'il faudrait. Je porte un début de petit bébé, trop petit pour que ça se voie, trop petit pour que je le sente bouger, encore assez petit pour qu'il ne naisse jamais. Je suis comme à la fourche d'un chemin qui part dans deux directions différentes. Un choix s'impose, une décision qui sera irréversible. Dois-je ou non garder ce bébé? Un bébé non désiré, comme on dit, un bébé accident, d'un père qui l'ignore, d'un père qui m'ignore, d'un homme de passage, d'un homme que d'une nuit j'ai honte. C'est moche. La question ne devrait pas se poser. La question n'aurait pas dû se poser.
On avait pris nos précautions. Mais voilà, le test l'a dit. Il est formel. Quand une femme découvre le signe positif, normalement, c'est la joie qu'elle ressent. Moi, je suis mélangée. Je suis dans la confusion des sentiments. Mon esprit balance, mais mon cœur le dit déjà des choses que je dois écouter. La raison me chuchote à l'oreille des choses bien raisonnables. Voyons, tu ne vas pas être mère célibataire à 21 ans. Tu n'as même pas un CDI. Et patati et patata. L'envie viscérale, mon cœur, mon ventre, me susurre des promesses de douceur et de bonheur, m'offre la vision d'un bébé joufflu et rieur, aux petits pieds à croquer. J'en ai déjà les larmes aux yeux d'émotion et ma vue se trouble. Emma est floue. Elle va dire oui. Et moi, face à mon choix, vais-je dire oui, je le garde ou non?